niveau de l'actualité, une sorte de revue de presse également, une continuité de la revue de presse tous les lundis. Nous avons différents éléments à aborder, mais je crois qu'il va y avoir quelques modifications suite à ce qui a pu se passer cette nuit. Peut-être tout d'abord un tout premier commentaire avant d'aborder les différents points que tu avais prévus pour cette revue de presse sur cette promesse, en tout cas cette annonce d'accord de paix qui devrait donc réouvrir, je le rappelle, le détroit d'Ormuz vendredi et amener à une signature finale dans 60 jours. C'est long. 60 jours, c'est très long. Et le grand problème n'est pas, je pense, dans le camp de Donald Trump. Je pense que le grand problème est dans le camp de M. Netanyahu et de son gouvernement, puisque la paix, en fait, risque forte d'être compromise suite aux attaques incessantes qu'Israël fait dans le sud Liban. Donc, on voit bien que c'est... Alors, pour l'instant, bon, on ne peut que se réjouir que ça prenne une bonne direction, car après tout, la paix n'est plus qu'à souhaiter. La paix est vitale pour le respect des peuples, parce que c'est surtout les peuples qui en pâtissent. Bon, le problème, ça reste, c'est les velléités belliqueuses de M. Benjamin Netanyahou qui, malheureusement, ne sont pas prêts de s'arrêter. Puis 60 jours, c'est quand même très long. Qu'est-ce qui peut se passer en 60 jours? Effectivement, beaucoup de choses. Bon, en tout cas, on va pas effectivement être contre une petite lumière qui est en train de s'allumer. Mais je dis petite, parce que c'est pas, il faut jamais se réjouir trop vite. Mais écoute, ça, pour l'instant, ça pourrait prendre une bonne direction, bien que hier, donc. Monsieur Benjamin Netanyahou a déjà bombardé de nouveau le Sud-Liban, donc affaire à suivre. Absolument. Normalement, l'adage dit jamais 203. Je l'ai rappelé, c'était la 38e promesse de paix, peut-être jamais 38 139. Mais on va espérer que non. En tout cas, Claude, il y a différents points d'actualité. Par quel élément préférerais-tu commencer? Peut-être commencer par la Russie. Je crois qu'il y avait une question sur les fameuses sanctions qui ne fonctionnent pas. Oui, voilà. En fait, ça va être une série de brèves sur la Russie déjà au départ, et puis sur l'Ukraine, parce qu'il y a j'ai déniché quand même quelques actualités croustillantes quand même. Alors oui, déjà sur les sanctions qui fonctionnent à fond contre la Russie, Bloomberg rapporte quand même que les livraisons de pétrole russe sur le marché mondial ont grimpé à 3,46 millions de barils par jour en moyenne, atteignant leur niveau le plus élevé depuis 2022. Bon, alors les sanctions, effectivement, ça fonctionne. Ça me fait toujours un peu rigoler. Ensuite, alors il y a eu toute une série de brèves. Si tu veux bien, Raphaël, je vais rentrer dans ma série de brèves du lundi matin. L'Allemagne, là, ça m'a fait sourire parce que un Allemand. Alors, enfin, ça m'a fait sourire d'un côté, mais on voit bien que les pays de l'Europe sont de plus en plus des dictatures policières, parce que voilà, il y a un Allemand de la province du Bade-Württemberg, il a été quand même condamné à 2 000 € d'amende. Tiens-toi bien, Raphaël, pour avoir qualifié Friedrich Merz de Lugenfritz. Alors, je suis pas moi, la langue allemande, c'est pas mon truc, mais Lugenfritz, ça veut dire Fritz le menteur. Donc, il n'a pas aimé. Merz, il a a priori pas le sens de l'humour. Et ça a circulé sur Facebook. Et là, il a vraiment pas aimé. Et donc, cet Allemand, quand même, s'est pris une amende. 2 000 €, c'est quand même salé, tout ça, pour l'avoir traité de clown. Alors, évidemment, après, circule sur les réseaux sociaux où Merz fait figure de Pinocchio, de bouffon menteur. Bon, il aime pas. Il aime pas. On peut comprendre de ne pas aimer, mais quand ça, si tu veux, ça frise avec une certaine réalité, ma foi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Absolument. Alors après, quelques brèves d'Ukraine. Alors ça aussi, il y a des choses quand même qui m'ont fait sourire. Il y a l'ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis qui s'appelle Ola Stefanichina.
excusez-moi, amis internautes, pour la prononciation, mais quelquefois c'est un peu compliqué dans les noms propres. Alors, explique aux Américains, alors ça c'est quand même assez drôle, tiens-toi bien Raphaël, que les 20 paquets de sanctions européennes n'ont pas brisé la Russie parce que les Russes aiment souffrir. Oh bon. Alors, et voilà ce qu'elle a déclaré. Le peuple russe n'a jamais été vulnérable en termes de mode de vie et de niveau de vie. Comme vous le savez, la souffrance est la norme pour le russe moyen, et plus la souffrance est grande, plus elle est en réalité perçue comme quelque chose de normal et d'acceptable. Non, mais franchement, je ne sais pas s'ils réfléchissent quelquefois avant de déclarer de telles stupidités, mais ils réfléchissent pas beaucoup quand même, quoi. Et alors après, il y a aussi une autre brève, enfin, j'en ai quelques-unes des brèves sur l'Ukraine, c'était quand même très intéressant. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui s'appelle Andriy Sybiha, se plaint auprès de l'UNESCO que les missiles russes, puisque tu parlais qu'effectivement des interventions des drones russes sur le sol ukrainien et notamment à Kiev, les missiles russes sont en train de détruire l'héritage culturel ukrainien. Donc ce ministre ukrainien cite notamment des dégâts subis par le Musée national de Tchernobyl, l'Opéra national, le Musée national des arts. Alors c'est drôle ça, parce que quand tu pioches un peu l'histoire, le musée de Tchernobyl a été installé dans la caserne de pompiers de Podil, un bâtiment historique qui a été construit en 1910-1911 par Edouard Bratman de Saint-Pétersbourg. Donc ça a été construit par un Russe, qui était quand même... voilà. Et après, l'Opéra national d'Ukraine a été construit lui, en 1901 à Kiev, mais en Russie, parce qu'à l'époque, quand même, c'était la Russie, c'était quand même la Grande Russie, Kiev, tout ça, ça faisait partie de la Grande Russie. Donc en fait, les musées qu'il a cités, le brave homme, ont tous été construits par des Russes. Alors c'est intéressant pour l'héritage culturel ukrainien, si tu veux, on peut rester songeur. Ma foi, c'est toujours assez drôle. Alors après, je vais en terminer avec les brèves d'Ukraine. Après, je vais passer à Zelensky, parce que là aussi, c'est intéressant de se replonger en histoire. Alors, il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux qui montrait, tu te rappelles, Raphaël, il y avait 2 championnes de tennis ukrainiennes qui ont concouru à Roland-Garros, qui d'ailleurs ont été, malgré leur velléité anti-russe, et il y en avait même une qui s'était fait tatouer une tête de mort sur le bras pour contrer la joueuse de tennis russe. D'ailleurs, elle s'est fait étaler. C'est pas sa tête de mort qui a impressionné la joueuse de tennis russe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vidéo qui a circulé pas mal sur les réseaux sociaux où elles sont toutes les deux en train de parler entre elles dans les vestiaires de Roland-Garros. Et alors, elles sont toutes les deux frénétiques russophobes, hein, pathologiques quand même, faut le savoir. Elles sont une haine anti-russe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles parlaient russe entre elles. Alors qu'en Ukraine, de toute façon, Zelensky a fait interdire la langue russe. Donc déjà, 2 Ukrainiennes russophobes qui parlent russe. Déjà, tu te dis, ah bon, ça c'est quand même assez intéressant. Et dans une compétition, je le rappelle, on rappelle que les organisateurs de Roland-Garros ont décidé de supprimer le drapeau russe sur les représentations des athlètes russes. Ouais, et ça c'est quand même dramatique, ça c'est quand même inconcevable, mais malheureusement c'est la triste réalité. Alors, pour en finir avec les 2 joueuses de tennis ukrainiennes, bon, c'est vrai qu'elles parlent russe alors que c'est interdit. C'est vrai qu'elles vivent à Monaco. Bon, ma foi, où résident de nombreux Ukrainiens fortunés, qui tous parlent russe d'ailleurs, entre parenthèses. Bon, voilà, ils vivent à Monaco avec notre argent, c'est toujours très intéressant. On passe. Voilà, mon cher Raphaël, on passe. Alors, quant à Zelensky, qui est russophobe, et qui n'en peut plus d'être russophobe et que tous les jours, il se lève le matin, il a une tête comme ça, il peut pas saquer les Russes. Eh bien, faut quand même un petit retour en arrière rapide, parce qu'il y a eu quand même une époque où il encensait quand même les Russes. Et alors, je rappelle sa conférence de presse, par exemple, dans la région du Donetsk en 2014. Et voilà ce qu'il disait à l'époque. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas être contre le peuple russe par principe, car nous sommes un même peuple. C'est Zelensky qui parle, en 2014. Je viens de m'étendre longuement sur le sujet, c'est important. Notre position en tant qu'Ukrainiens, c'est que nous vivons ici, vous comprenez, c'est notre pays. Mais nous aimons le peuple russe. Nous avons beaucoup de respect. Nous avons des milliers de collègues que nous respectons et que nous admirons.
Il y a de grands acteurs en Russie dont nous ne sommes même pas dignes aujourd'hui. C'est toujours Zelensky qui parle. Alors après, dans une autre interview, il déclare « Si les gens de l'Est et de la Crimée veulent parler russe, laissez-les. Donnez-leur légalement la possibilité de parler russe. La question de la langue ne divisera jamais notre pays natal. » Oui, c'est pour ça qu'il a fait interdire la langue russe, d'ailleurs, en Ukraine. Mais c'est quand même incroyable, quand même. Alors, en plus, il continue. Après, il dit, voilà, j'ai du sang juif, je parle russe, mais je suis un citoyen ukrainien. J'aimerais beaucoup m'adresser à Monsieur Poutine, l'honorable Vladimir Vladimirovitch. Et c'est incroyable. Hein. Alors, les Russes et les Ukrainiens sont frères et continuent un même peuple. Je connais des milliers de gens qui vivent en Russie. Ce sont des gens merveilleux. Nous avons la même couleur de peau. Nous avons le même sang. Nous nous comprenons les uns et les autres. Si vous le voulez, moi, personnellement, honnêtement, je suis prêt à vous le demander à genoux. Ne mettez pas notre peuple, en parlant de l'Ukraine, à genoux. C'est incroyable quand même. Hein. Voilà, il continue en plus toute une série à l'époque de conférences de presse où il encensait vraiment les Russes. Bon, il a bien changé. En 2014. Ouais, il s'est fait bourrer le mou quand même par les Anglais et par l'UE et par l'OTAN, hein, entre-temps. Et peut-être aussi, rappelons, un de ses précepteurs, Igor Kolomoïski, le milliardaire, des sources expliqueraient qu'il ne serait pas forcément milliardaire, que ce serait infondé, mais difficile quand on a des sources de revenus dans une zone connue pour sa corruption, mais qui a été donc un des grands financeurs, que ce soit de Zelensky ou même de l'élite ukrainienne actuelle. Nous avons ce petit réseau. Peut-être que c'est ça qui a influencé le changement de discours pour tourner de plus en plus le dos à la Russie. C'est possible, c'est fort possible. Puis après, bon, on lui a quand même, je pense que les pays de l'UE, l'OTAN, on lui a dit, écoute, si tu veux rester en place, faut que tu adoptes une autre philosophie, entre guillemets, une autre stratégie, quoi. Depuis, il obéit. Alors aujourd'hui, il doit être un peu compliqué pour lui, parce qu'il sait que si la paix est signée, c'est la mort de son règne, et il risque fort de se retrouver devant un tribunal pour être jugé certainement pour corruption et certainement aussi pour crime de guerre. Donc pour l'instant, il a tout intérêt lui aussi, malheureusement, à ce que la guerre continue. Bon, ça c'est malheureux, mais bon, voilà pour les brèves d'Ukraine, Raphaël. Eh bien, merci. N'hésitez pas, chers spectateurs, à réagir à ces différentes brèves, bien évidemment. Et j'en profite pour le rappeler, avant qu'on attaque un autre segment, de mettre le pouce, de le partager. Et aussi, j'ai quand même oublié, c'est quand même important, notre cher Claude Janvier, qui a quand même publié son nouvel ouvrage. Ça me permet de le rappeler, on le rappellera également à la fin. C'est « Pourquoi suis-je devenu un rebelle ?» Voilà, donc important de le rappeler, mais je rends la parole à Claude. Merci Raphaël. Alors, on va continuer, je vais continuer dans les brèves un peu. Alors là, c'est les USA, on part aux USA, à New York, et New York, en fait, c'est sans père et sans mère. Alors, le Sénat de l'État de New York a adopté un texte de loi qui avait déjà été adopté en mars par les députés, qui supprime les mots « mère » et « père » des documents officiels. Non, mais on croit rêver. Donc, les documents officiels, c'est l'état civil, la justice, etc. Et les a remplacés par parents gestants et parents non gestants. Non, mais franchement. Alors maintenant, le texte doit être signé par le gouverneur, mais tu t'es dit vraiment. Légère coupure, je ne sais pas si c'est de mon côté ou si c'est égal. Ah, c'est bon, la connexion est revenue. Ah oui, la connexion est revenue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je suis près d'un routeur. Là, bon, écoute. Donc, on parlait de. Alors, c'est parents gestants, parce que nous connaissons en France, et d'ailleurs, nous l'avons sur des documents, malheureusement, de naissance, où nous avons parent 1, parent 2. Il n'y a donc, il n'y aura pas écrit père ou mère. Donc là, c'est parents gestants, c'est ça? C'est ça, parents gestants et parents non gestants. Écoute. Voilà, on est vraiment en asile psychiatrique à ciel ouvert en Occident, hein, quand même, faut le faire. Tu me diras, en France, je sais pas si tu savais, Raphaël, les EHPAD, donc HPAD, en fait, vont être remplacés
par Maison France Autonomie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un senior va perdre son autonomie, parce qu'en général, on ne va pas dans un EHPAD quand on est autonome et quand on est bien portant, on y va parce qu'en général, on perd son autonomie et que malheureusement, il y a des maladies assez graves derrière. Eh bien, c'est sympa. Le senior, quand il va rentrer dans une maison où il perd son autonomie, eh ben non, il va rentrer dans une maison qui va s'appeler Maison France Autonomie. Bon. Toujours de bons moyens pour changer la langue française. Pour ce parent gestant et non gestant, est-ce que tu peux nous rappeler pour nos spectateurs, parce que je vois que la question a été posée, c'est dans quel État? On parle des États-Unis, est-ce qu'on a le nom de L'État de l'État New et York. aussi les échéances? C'est l'État de New York. Pour l'instant, c'est l'État de New York. Hein. C'est pas, je ne sais pas si ça s'est contaminé à d'autres États, mais pour l'instant, c'est l'État de New York. Et quand même, l'État de New York, bon, c'est un des États les plus importants quand même des États-Unis. Hein. C'est comme si c'était la Californie, quoi. Enfin, je veux dire, les États les plus importants aux États-Unis, c'est l'Est et l'Ouest, quoi. Le centre, bon, c'est autre chose. Je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas pareil. Là, oui, quand même, c'est l'État de New York. Donc, c'est le Sénat, parce que le projet de loi avait déjà été adopté par les députés. Donc, Très bien. Eh bien, nous saluons cette initiative américaine, alors qu'en France, eh bien, nous aussi, nous travaillons, comme l'a dit Claude, c'est-à-dire avec notre magnifique France Autonomie qui va apparaître, voilà. donc potentiellement. C'est assez extraordinaire, si tu veux. Ils vont être contents, les seniors, quand ils rentrent. Ah, je vais retrouver mon autonomie parce que c'est marqué sur la porte. Bon, c'est raté. Dommage. 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 Voilà. Alors après, au niveau USA, rapidement, je me suis penché sur un petit dossier sur l'économie. Et les Américains, en fait, ils sont de plus en plus endettés parce que, je sais pas si vous le savez, amis internautes, mais aux USA, vous vivez à crédit beaucoup. Le sésame, les sésames sont les cartes de crédit et pas les cartes de débit, parce qu'il y a une différence entre des cartes de débit. Vous pouvez avoir une carte bleue, enfin une Visa ou une Master, mais ça peut être simplement une carte de débit. Ça y est, vous ne pouvez pas emprunter. Alors que les cartes de crédit vous permettent de vivre à crédit. Eh bien, ils n'arrivent plus à rembourser leurs factures et ça de plus en plus au niveau des cartes de crédit, et ça se monte quand même là, à la bagatelle de 1250 milliards de dollars. Donc ça, c'est un article qui est paru dans le Wall Street Journal. Donc on va pas remettre en cause, mais ça nous en apprend beaucoup sur justement le problème de vivre à crédit dans des pays, dans un pays comme ça, et sur les dépenses aussi quasi compulsives des Américains. Parce que les Américains sont un peu cinglés quand même. Hein. Je veux dire, c'est des dépenses quasi compulsives. Alors il y a cet aspect. Riche. Et alors, en attendant que la connexion de Claude revienne et les revenus, n'oublions pas aussi que nous sommes dans un contexte aux États-Unis où une première raison d'endettement, c'est pour réaliser ses études. C'est souvent, il y a des crédits qui sont contractés pour pouvoir payer les études supérieures. On a de nombreux Américains, un pourcentage très élevé, qui dès la vingtaine peuvent se retrouver donc endettés de plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui les pousse après à faire des consommations par carte de crédit, ce qui cumule encore des dettes avec des intérêts évidemment derrière, sans parler après également de la question du logement, etc. Donc c'est vrai que c'est un autre univers auquel nous ne sommes pas habitués. Quelque part, pour une fois, ça a du bon, on va dire. Oui, c'est pas faux, mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand même. Alors, le Wall Street citait quelques exemples. J'avoue que j'ai un peu, pour employer un mot à la mode, j'ai un peu halluciné quand même. Et elle a cité l'exemple, par exemple, d'une dame, Catherine Clark, qui a 42 ans, qui en fait, après une journée de travail comme directrice des opérations dans un hôpital, en fait, elle restait éveillée la nuit à se demander où elle avait commis une erreur, parce qu'elle a quand même un salaire, la brave dame, de 194 000 dollars par an, ce qui n'est pas négligeable. Et le solde de sa carte de crédit avait atteint les 15 000 dollars, donc elle pouvait se permettre un paiement mensuel de 572 dollars, mais avec un taux d'intérêt de 26%. Et là, elle commençait à se poser des questions, elle n'y arrivait plus. Donc, elle évite de sortir avec ses amis. Non, mais franchement, on croit rêver quand même. Pour économiser, et envisage même de prendre un deuxième emploi de réceptionniste dans une salle de sport. Et là, le Wall Street Journal a cité comme ça 2 ou 3 exemples, et j'avoue que
j'avais beau le savoir qu'aux États-Unis, ils consomment comme des fous et qu'ils vivent à crédit, mais quand même, à ce point-là, ça dépasse l'entendement. C'est leur unique but. C'est assez pathétique, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont centrés sur gagner plus et encore gagner plus et vivre à crédit. Enfin, c'est frénétique. Moi, je trouve ça assez pathétique parce que je me demande s'ils profitent vraiment de la vie. Mais on va me dire que peut-être que oui. Mais moi, je sais pas, je suis pas. J'ai un peu des doutes sur le faire. De profiter comme ça, c'est pas dans mon univers, tu vois. Mmh. Du tout. Moi non plus. Voilà, Raphaël. C'était l'épisode USA. Épisode USA, hein, on le rappelle, qui est dans un contexte tendu, parce que là on parle d'économie, c'est ce que j'ai pu rappeler Ouais. aussi lors de cette revue de presse, c'est que le contexte de la guerre au Moyen-Orient, eh bien, entache fortement le bilan actuel de Donald Trump sur l'économie américaine, notamment pour les ménages, avec une hausse de l'inflation, même s'il y avait eu des corrections en termes d'emploi, et aussi ce qui fausse un petit peu les différentes statistiques économiques, c'est que s'il y a bien quelque chose qui va soutenir l'économie globale, c'est notamment le développement de l'intelligence artificielle. Mais lorsqu'on regarde une statistique, on va dire que c'est un peu abstrait, ou en tout cas que c'est généraliste. Mais une fois qu'on se concentre précisément sur un cas, notamment le cas des ménages, les ménages se retrouvent quand même aussi impactés selon les États. Oui, absolument. Absolument, absolument. Donc, c'est vrai que Donald Trump, lui, de toute façon, il a tout intérêt à ce que la paix se signe. C'est vrai, tu as raison de le mentionner. D'une part, parce que il y a les midterms quand même qui approchent à grand galop, hein, puisque je rappelle quand même que c'est en novembre, ça on le sait. Et donc, il a quand même une chance sur deux de rester en poste, hein, si jamais ça se résout pas bien au niveau de la crise en Iran et surtout donc le blocage du détroit d'Ormuz, il va se retrouver en mauvaise posture. Et puis en plus, là, c'est le démarrage quand même de la Coupe mondiale de football. Donc, il va regagner un peu, redorer un peu son blason quand même, hein. Donc, Alors encore une petite coupure, mais heureusement c'est court, et à chaque fois que ça revient, il va avoir le temps de continuer la brève, Claude. Mais ça me permet aussi d'ajouter qu'on est dans un contexte également de la dette américaine. Ça aussi, c'est un spectateur qui l'a rappelé. Alors, il s'est trompé peut-être de 1000 milliards. Nous sommes quand même à 39 000 milliards de dollars, ce qui représente 120% du PIB du pays pour la dette publique des États-Unis. Voilà. Donc, oui, 39 je 000. suis désolé, ça coupe sans arrêt. Je suis pas chez moi là. Pourtant, je suis près d'un routeur. Donc, je vais finir la brève debout. Pas la brève, la matinale debout. Je me déplace, amis internautes. Je suis désolé, hein. Ah ben c'est ça. Dans les directs, il faut savoir rebondir. Ne m'en veuillez pas, amis internautes. Voilà, je m'installe. Excusez-moi, je me suis mis près du routeur. Je suis dans un gîte et effectivement, il est très bien ce gîte, mais au niveau connexion Wi-Fi, c'était pas tout à fait ça. Donc voilà, ça y est, je me suis mis près du routeur. Allez, c'est tout bon. Tu me reçois bien, On Raphaël? Ça va? reçoit, on a le son, l'image se stabilise de toute façon, voilà. Donc après cette petite brève sur les États-Unis, on le rappelle, hein, c'est-à-dire 39 000 milliards de dettes avec 120% du Ouais. PIB pour la dette publique américaine, avec ce contexte d'endettement des ménages, de crise, d'inflation. Eh bien voilà, c'est-à-dire que comme l'a rappelé très justement Claude, il y a plusieurs échéances, notamment les midterms, mais pas que, pour essayer pour Donald Trump, eh bien de faire remonter sa popularité et ne pas perdre de l'influence extrêmement importante par rapport à tous les projets de l'administration qui semblent pas toujours viser d'ailleurs les intérêts fondamentaux des Américains quand on regarde la fracture MAGA. Mais c'est un autre sujet. Claude, je te Oui. rends la parole étant donné que la connexion s'est stabilisée. Ah, super. Super, super. Ah, et quelquefois, les connexions, bon, on va pas râler, hein. Avant, il y a 40 ans, on pouvait pas le faire, ce qu'on fait, là. Donc, écoute. Alors, oui, je passe un peu à l'Italie, là. Alors, il y a une bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles de temps en temps, et c'est bien, c'est à saluer. Donc, le gouvernement de Giorgia Meloni, donc avec elle évidemment en tête, eh bien, ils viennent d'adopter une loi interdisant l'éducation sexuelle à l'école sans le consentement des parents. Comme quoi, quand on veut, on peut. On n'est pas obligé, là je parle d'un pays, d'obéir bêtement à l'UE. Eh bien non, le gouvernement de Giorgia Meloni, donc ils ont franchi une nouvelle étape, hein, et ils encadrent strictement l'éducation sexuelle dans les établissements publics, et c'est
c'est passé au Sénat italien qui a définitivement adopté la réforme et ça date quand même du 4 juin. Donc moi, je l'avais même pas vu passer, comme quoi c'est toujours utile de regarder un petit peu ce qui se passe quelquefois dans d'autres pays. Donc bravo à Giorgia Meloni, bravo à son gouvernement. Alors en plus, alors évidemment, il y a des associations LGBT qui sont pas contentes. Hein. Ah non, ils disent oui, mais bon, voilà. Mais ceci étant, ils encadrent et ils encadrent vraiment sévèrement et donc terminé. Pas d'éducation sexuelle entre guillemets qu'il faut absolument faire. Non, non, interdit. On ne touche pas aux enfants. Et ça, bravo. Et en plus, ils vont assez loin puisque ça va commencer même dans les maternelles en Italie. C'est pas uniquement en primaire. Ça commence dans les maternelles. Donc, la loi, elle bannit toute activité scolaire portant sur la sexualité. Voilà. L'identité de genre aussi, ou les relations dites non traditionnelles. Donc, bravo à Giorgia Meloni. On peut critiquer, mais quelquefois, quand il y a du positif, eh bien, c'est bien de le souligner quand même. Absolument, surtout qu'il faut le rappeler que malheureusement pour nous et pour d'autres pays européens, on n'est pas dans le même cas, on est sur une progression Malheureusement. du progressisme et surtout du militantisme LGBT. On rappelle, là, on a on peut pas dire influenceuse, mais en tout cas une auteure qui est Marguerite Stern, qui a écrit avec Dora Muto un livre très courageux, même si nous ne sommes pas du même bord politique, s'appelle Transmania, et qui rappelle malheureusement le fait que alors que ça ne se voit pas forcément aujourd'hui, nous avons la possibilité, et c'est déjà en cours, eh bien, la fameuse transition de genre pour eh bien, des mineurs. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de faire de la castration chimique. Nous sommes en plein débat avec l'IANA et avec même toutes les affaires de pédocriminalité. Le questionnement de a-t-on le droit de réaliser une castration chimique ou non? Mais la castration chimique existe déjà pour les mineurs dans la conséquence du militantisme LGBT une fois qu'ils souhaitent avoir eh bien, un traitement hormonal. C'est un petit rappel et c'est un phénomène qui est en pleine croissance en France et aussi en Europe. Donc, on peut vraiment saluer Mélanie, en tout cas, pour ce type d'action parce que à la fin, ça touche des innocents. Absolument. Non, non, absolument. Quand c'est bien, il faut le dire. Voilà. Donc, bravo à Giorgia Meloni et à son gouvernement. Voilà, évidemment, il y a toujours des assos qui sont contre, mais ça, on peut pas plaire à tout le monde, comme disait un certain Laurent Ruquier avec son émission. Moi, je fais pas de pub pour Laurent Ruquier. Promis. Mais le titre de son émission était assez bien trouvé. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ah, voilà. C'est ça. Alors après moins drôle peut-être en UE, donc on arrive à toujours, on reste dans l'Europe. Après, je vais passer à la France. Il y a une nouvelle réglementation européenne et ça m'inquiète, qui va imposer donc des caméras dans les nouveaux véhicules pour surveiller l'attention du conducteur. Ah, alors je suis tombé là-dessus. J'ai dit non, c'est pas vrai. Ils vont pas nous faire ça. Bah si, ils vont nous faire ça. Donc le nouveau règlement européen qui rentre en vigueur en juillet, là, donc, va imposer le port de caméras embarquées en permanence au volant. C'est-à-dire que, eh bien, amis conducteurs, ma foi, quand vous allez acheter une voiture neuve, donc bientôt, pas tout de suite, mais quand même bientôt, eh bien, il va y avoir une caméra embarquée qui va vous fliquer, qui va vous surveiller H24. Quand vous serez au volant, bien sûr. Et l'objectif, c'est de réduire les accidents dus à l'inattention. Pardon. Donc, alors, ça va être une surveillance constante du conducteur, c'est-à-dire que si vous plissez des yeux un petit peu, la caméra va commencer à vous. Et alors, d'ici, est-ce qu'il y a une main qui sort du tableau de bord et qui vous colle une tarte? Non, ça peut-être pas. Mais bon, là, je blague un peu, mais ça me fait blaguer entre les deux. Alors, évidemment, on peut se dire, oui, il y a le contexte sécurité, il y a des gens qui s'endorment au volant. Ça, malheureusement, on le sait. Maintenant, est-ce que par rapport à ça, il faut évidemment surveiller les conducteurs sans arrêt, donc les fliquer? Je suis pas certain. Moi, de toute façon, j'ai horreur de tous ces dispositifs électroniques déjà qu'il y a dans les voitures, c'est-à-dire l'aide à la conduite, c'est-à-dire que dès qu'on n'est plus au milieu de la bande de la route. Alors là, il y a le volant qui donne des petits à-coups. Alors ça, j'ai horreur de ça. Moi, je suis monté un jour dans une voiture, j'ai conduit un truc comme ça. J'ai dû débrancher le système. Malheureusement, les systèmes, faut les débrancher à chaque fois parce que
quand on coupe le moteur, il se remet directement. Donc, et ça, j'ai horreur de ça. Mais alors là, bon, voilà, ça va être encore un flicage de plus. Alors, je me permets parce que quand j'ai entendu cette information, je me suis dit, est-ce vraiment pour tous les véhicules? Ça me semble aussi là, assez hallucinant. Pour les spectateurs qui souhaitent vérifier, donc c'est le règlement de l'Union européenne 2019-2144 du Parlement européen, donc qui impose bien en effet, donc à partir du 7 juillet, le dispositif qui s'appelle donc ADDW, Advanced Driver Distraction Warning, un dispositif voilà qui est censé aider à rester attentif. Mais attention, on peut être rassuré, Claude. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, parce qu'on sait qu'il n'y a jamais de hic, il n'y a jamais de problème, de mauvaise surprise. C'est un système conçu de manière à n'enregistrer et à ne conserver en continu que les données nécessaires à son fonctionnement et à son exploitation au sein d'un système en boucle fermée. Donc voilà, il n'y aura aucune fuite, aucune surveillance. Faites-nous confiance. Voilà. Mais c'est vraiment ce règlement, vous pouvez le retrouver. Et tu y crois, Raphaël? C'est ce qui est promis, j'ai envie d'y croire, comme la signature de l'accord pour la paix en Iran. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Malheureusement, on n'y croit pas beaucoup. Mais bon, on va dire encore que nous sommes d'horribles complotistes. Alors là, rien ne va plus. Écoute. Donc, affaire à suivre. Bon, mais je vois que tu avais creusé la question. Bravo. Effectivement. Voilà. Donc, affaire à suivre. Et ils savent plus quoi inventer pour nous fliquer. Mais je pensais, moi, naïvement et benoîtement, tu vois, que la voiture était quand même un domaine privé. Parce que normalement, c'est un domaine privé. C'est un domaine privé où personne ne peut s'ingérer. Tu es chez toi. Quand tu es dans ta voiture, tu es chez toi. Eh ben, il faut croire que la voiture n'est plus vraiment un domaine privé, plus du tout, même puisqu'on peut être tracé avec des GPS, puisqu'on va être filmé, souriez, vous êtes filmé, etc., etc. Bon, ma foi. Claude nous avait prévenu, c'était peut-être la mauvaise nouvelle du moment, en tout cas, une nouvelle moins optimiste et moins drôle. En tout cas, Claude, quels sont les autres éléments que tu as prévus pour nous? J'espère que certains vont pouvoir nous remonter le moral. Je sais pas, te remonter le moral, je sais pas. Enfin, si, il y a un truc, une brève qui m'a fait un peu sourire, il y a eu un braquage d'un magasin à Alès, d'un magasin SFR à Alès. Bon, jusque-là, ma foi, on peut se dire. Le procès, lui, alors, ce qui m'a fait un peu sourire, c'est le procès a été reporté parce que l'avocat, il est en prison. Alors, j'ai dit, bon, tiens, ça, faut quand même que j'aille piocher ça. Et en fait, l'avocat, il s'appelle Kamel Assaoui. Et en fait, il était censé défendre donc les auteurs du casse, et il n'a pas pu parce que il est en prison. Et parce qu'en fait, les forces de l'ordre le soupçonnent, cet avocat, d'avoir fourni un smartphone, de l'argent liquide et divers objets à des membres de la DZ Mafia. Ah ouais, quand même. Je me suis dit, ah ouais, là, ça va loin. Donc, il fait l'objet d'une mise en examen. Voilà. Donc, le procès, en lui-même, des braqueurs du magasin SFR à l'Est, ça a été reporté. Bon, ça m'a fait sourire. J'ai dit quand même, si l'avocat est en taule, alors là, écoute, rien ne va plus. Et je vais en profiter pour rappeler un petit élément, Claude, c'est que donc là, ce qui a été cité, c'est la DZ Mafia, parce que derrière cette brève qui peut arracher un sourire, la DZ Mafia est un véritable phénomène qui existe. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les spectateurs qui nous rejoignent en direct ou qui nous suivent mais n'avaient toujours pas entendu ce terme, c'est un ensemble d'organisations criminelles qu'on retrouve principalement dans les quartiers nord de Marseille, et où on peut voir régulièrement, malheureusement, des nouvelles ou des pistes criminelles sur un nombre de meurtres, d'assassinats, de trafic de stupéfiants, etc. C'est une sorte de progressivement, d'ailleurs, d'après des rapports de police, il y a une inquiétude sur le fait d'avoir un État dans l'État, et c'est un phénomène qui est fortement inquiétant en termes d'organisation criminelle, peu cachée et de plus en plus influente. Voilà. Donc c'était derrière cette petite anecdote qui peut faire sourire, ça se relie quand même à un événement qui existe en France, qu'il faut surveiller. Voilà, absolument. Mais c'est bien, Raphaël. Tu as tout à fait raison de le préciser. Alors, après, on passe à la France, on continue sur la France, parce que là, maintenant, c'est le chapitre français. Peut-être rapidement, parce que je vois que le temps passe. Et il y a les délais d'attente. Je suis tombé sur une analyse des délais d'attente, alors cette fois-ci, avec des spécialistes médicaux et donc dans le domaine médical. Ça confirme effectivement ce que l'on peut observer. Je pense que je suis pas tout seul à l'avoir observé. C'est-à-dire qu'il y a des écarts hyper importants entre des rendez-vous
sur Paris, dans Paris, pardon, et la région parisienne, et des rendez-vous dans le Gers, dans l'Aude, dans le département du Nord, enfin peu importe. Et là, ça peut. Alors, une consultation avec un spécialiste, eh bien, un Français sur deux attend en moyenne entre 2 mois et 1 an, quand même. Donc, c'est la Fondation Jean Jaurès qui a planché sur le sujet. J'ai par exemple un autre exemple pour la cardiologie. La cardiologie, il faut en moyenne à Paris 16 jours pour obtenir un rendez-vous avec un cardiologue, et il faut contre 164 jours dans le département du Gers. Ah oui, quand même. C'est-à-dire, mais moi je le vois, j'habite en rural, et c'est vrai qu'une consultation avec un spécialiste en rural, des fois, il faut s'accrocher et il ne faut pas hésiter à sauter dans sa voiture quand on en a un, et à faire 1 heure de voiture aller, 1 heure de voiture retour. Enfin bon, bref. Donc, c'est pas folichon. On n'est pas les seuls, apparemment, dans l'Europe à être confrontés à ce genre de problème, voulu d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, il en est de même pour les Allemands et les Néerlandais. Donc, ça va pas nous rassurer, mais donc voilà où nous en sommes au niveau des rendez-vous et des soins et du domaine médical, qui est quand même malheureusement sinistré. Voilà. Malheureusement. Alors après, il y a une brève à Limoges. Là, on voyage un peu ce matin, donc on est à Limoges. Donc, petite ville que tout le monde situe à peu près, c'est dans le département de la Vienne. Et il y a une entreprise qui s'appelle Europe Voyage, pour ne pas la citer. Mais là, a priori, le côté humain et, j'allais dire, de compassion n'existe pas dans cette entreprise. C'est pas une grosse entreprise. Il y a un chauffeur, en fait, qui a quand même 70 ans, hein, faut quand même le souligner, donc il continue à travailler. Et en fait, il déposait des élèves devant chez eux, parce qu'il estimait que les déposer quelquefois en pleine nuit, parce que quand les jours sont courts, on est dans la nuit, le Limousin, c'est pas franchement un climat très attractif, et il préférait pousser un peu et déposer donc des élèves devant chez eux. Eh bien, l'entreprise l'a carrément enlevé de l'entreprise, en disant que de toute façon, il n'avait pas à le faire et qu'il n'obéissait pas aux règles. Alors, lui, il a quand même, il a fait appel au prud'homme, et le prud'homme a complètement rejeté donc sa demande, et il est bel et bien licencié pour avoir voulu permettre à des gamins de rentrer chez eux de façon plus sécurisée. Alors, on peut penser que les communes en France, il y a moins de délinquance qu'en ville, certes, mais quand même. Cette affaire se passe il déposait une petite fille devant chez elle dans un patelin, enfin dans une commune qui s'appelle les Bilanges. Alors les Bilanges, j'ai regardé un peu, je connaissais pas, bien sûr, hein, on peut pas tout connaître. Il y a 296 habitants, on va me dire, voilà, c'est pas énorme. Ouais, il y a eu quand même en 2025 16 crimes et délits. Ah ouais, quand même, pour une population de 296 habitants. Donc, la ville affiche un taux de criminalité de 53,9 pour 1000 habitants. Alors, on se dit, ah quand même. Donc, ce chauffeur, il essayait d'aider, et voilà, l'aide, malheureusement, il n'a pas été récompensé puisqu'il a été viré, et que les prud'hommes ont rejeté son recours. Sympa. Mais bien sûr, même si là malheureusement nous avons une action des prud'hommes qui punit un chauffeur qui voulait bien agir, et que nous sommes apparemment dans un pays et aussi une composition politique où il est plus important de surveiller les conducteurs plutôt que de partir à la chasse à ce qu'on a pu citer comme la DZ Mafia, ce qui a été un commentaire d'une spectatrice, ou même, on va dire, d'affaires comme de la corruption, des pédocriminels ou autres. Il ne faut pas perdre espoir, chers amis. Nous sommes là pour cette matinale quand même. L'important est de pouvoir dénoncer, de transmettre ces informations. Et d'ailleurs, nous l'avons souvent vu avec des actions citoyennes. Peut-être que ça peut être l'occasion d'essayer de retrouver l'identité de ce chauffeur pour les personnes qui sont dans la région ou s'intéressent à ce sujet, pour pouvoir soutenir. Souvenons-nous quand même de nombreuses actions citoyennes qui ont permis de soutenir des personnes qui se retrouvaient un peu démunies à cause de leur sacrifice, que ce soit des actions politiques ou sociétales citoyennes. Voilà. Absolument. D'ailleurs, ce chauffeur, il a un nom. Vous pouvez le trouver sur
Internet, amis internautes. Il s'appelle Damien Tabard, Tabard. Et la société qui l'a licencié s'appelle Europe sur le voyage à Limoges. Voilà, comme ça au moins, c'est dit. Absolument. Voilà. Alors, Claude, j'ai eu un petit décalage. Est-ce qu'on est sur encore une dernière brève? Je crois qu'il y a encore quelques éléments. On va peut-être, je crois, parler de Saint-Nazaire maintenant. Oui, Saint-Nazaire, très vite, Raphaël, parce que je ne voudrais pas te mettre en retard. Il y a une surmortalité, je vais y arriver, prématurée. Donc, il y a un bassin industriel assez énorme à Saint-Nazaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, il y a quand même une surmortalité évidente due à des cancers, etc. Mais bien évidemment, l'Observatoire général de la santé ne pense pas que la surmortalité provient de la pollution avec divers produits du bassin industriel de Saint-Nazaire, donc rejette toute possibilité qu'il y ait une relation de cause à effet. C'est fou parce que c'est à chaque fois le même scénario, c'est-à-dire qu'il est bien évident qu'il y a des maladies induites par une surpollution et un bassin industriel évidemment n'est pas exempt, mais c'est un peu comme dans mon livre, ce que je dénonce un peu avec les effets radioactifs. Il y a bien évidemment un moment donné où ça influe sur la santé, mais selon quelques organismes évidemment de santé entre guillemets. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Donc les études sont biaisées. Voilà, c'est ce que je voulais. Et il y a vraiment malheureusement une surmortalité dans le bassin de Saint-Nazaire. Et puis sinon, pour en terminer avec la France et donc avec ma revue de presse du lundi matin, à Nice, il y a une fraude quand même de 5 millions d'euros sur les aides aux demandeurs d'asile qui a été démantelée. Alors, elle a été démantelée, mais quand même 5 millions d'euros. Il y avait 3 900 cartes de paiement dédiées à l'allocation pour demandeurs d'asile. Ça s'appelle une carte ADA, ADA. Et il y a eu quand même donc 5 millions d'euros de détournés via des systèmes de retrait et de transfert et de fonds. Ça s'est fait avec 3 commerces niçois. Et il y a quand même une fabuleuse somme qui s'est envolée et qui n'a pas été perdue pour tout le monde. Bon, il est vrai que ça a été démantelé, mais comme quoi, c'est fou quand même. Il y a de la fraude vraiment à tous les étages. Moi, je trouve ça assez dingue quand même que ça puisse se faire sans que ça soit souvent d'ailleurs vu. Bon, ça finit quelquefois quand même par être démantelé. Et voilà, c'était à souligner.